tout le Bonjour monde. à tous. Bonjour. Alors bonjour et bienvenue, pardon. Donc je suis Claude de chez Viaduc. Je vais introduire un petit peu ce webinaire Comment transformer vos organisations et process en une performance durable. Je vais donc démarrer et passer rapidement la parole à Moira et Richard qui vont se présenter. Je vais couper, pardon, juste excusez-moi avant de démarrer, je vais couper les flux vidéo pour qu'on ait vraiment une bonne qualité de son et qu'on n'ait pas de soucis particuliers. Donc voilà, je vous laisse commencer Moira et puis Richard, tu enchaînes. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être juste me présenter. Je suis donc Moira, d'origine irlandaise, très franchouillarde, même si ça ne se voit pas. Et je voudrais juste expliquer peut-être d'où je parle quand je vais intervenir et faire ces commentaires. J'ai une culture ingénieure, finance, assurance, statistique, donc plutôt issue d'un monde qui vient des démarches très cartésiennes. Et j'ai découvert l'agilité il y a environ une dizaine d'années et qui a transformé vraiment ma vie jusqu'à l'éducation de mes enfants. Donc c'est un changement en profondeur dans des univers qui ne sont pas réservés à l'informatique. Et vous verrez dans la présentation en quoi ce qui est présenté, ça concerne évidemment l'informatique, mais probablement au-delà, une manière de mobiliser des acteurs dans l'entreprise, dans les organisations complexes en particulier, on devient vite complexe, pour susciter des prises d'initiative alignées avec la vision de l'entreprise. Et pour ma part, donc Richard Lyria, je suis directeur général adjoint de Viaduc. Alors moi, je viens de la montagne, d'Annecy, en Haute-Savoie. Et en fait, au sein de cette structure Viaduc, notre mission est de conduire le changement. On intervient dans tous les projets où il y a des enjeux de transformation. Notre équipe est capable d'adresser en fait toute typologie de transformation et nous mobilisons pour ça toutes nos capacités de conseil, de gestion de projet, d'expertise, de communication ou de pilotage de projet, et également de formation, puisque nous sommes organisme agréé au PQF et Datadocké, pour ceux qui connaissent, ce qui garantit en fait une approche pédagogique très forte, centrée sur l'individu, toutes ces personnes qui vont être directement concernées par le changement. Et nous faisons en sorte de rendre chacun acteur de son propre changement en travaillant sur notamment son agilité. Et on s'appuie pour cela sur des outils et des méthodes qui ont été mis au point par nos équipes et par nos partenaires. Je vous propose d'avancer en partant d'un constat, puisqu'on a choisi aujourd'hui de partir de la réalité qui nous concerne tous, qui est un regard sur le monde actuel. Et lorsqu'on porte ce regard sur notre monde d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il est rempli d'incertitudes. C'est dans tous les cas ce que véhiculent la plupart des articles de presse qui nous remontent en fait un avenir un petit peu inquiétant, dans tous les cas rempli de doutes, où ça nous renvoie en fait à une nécessité qui est de savoir si cette réalité en réalité n'est pas le reflet de notre propre interprétation. Je parle là de perception. Et en fait, ce monde d'incertitude, ce que l'on souhaite vous dire aujourd'hui, c'est qu'il reflète surtout votre manière de voir les choses et votre perception. Si on avance un petit peu, on va pouvoir se rendre compte que sur ce visage qui est assez connu, certains trouveront dans ce croquis le regard d'une jeune femme vers l'horizon, et d'autres, au contraire, verront le visage un peu renfermé d'une personne âgée qui regarde l'avenir avec beaucoup moins on va dire, d'enthousiasme. Et ça traduit en fait le fait que tout ceci dépend de la manière dont on va choisir de porter son regard sur le monde. Ça va être une question également de posture, c'est-à-dire qu'on va, en fonction des choix que nous allons faire, être en capacité de modifier notre perception. Et cette incertitude que l'on voit partout autour de nous va en réalité pouvoir révéler aussi de grandes opportunités. C'est une question de choix. En réalité, on a parfois tendance à voir tout ce qui peut inquiéter et on oublie parfois ce qui, au contraire, peut se représenter de grands leviers d'amélioration ou de performance. Si on parle de l'entreprise, on peut prendre un exemple qui est celui du télétravail, où des gens verront une possibilité d'accroître énormément l'efficacité de leurs équipes,
ou d'autres vont redouter une moindre productivité. En réalité, on va travailler, nous, sur la posture, c'est-à-dire notre agilité, notre capacité par rapport à un contexte, à un environnement donné, de pouvoir qui, par définition, est changeant, est instable et offre de nombreuses possibilités. On va travailler sur la manière, de le percevoir différemment pour avoir une capacité à agir autrement. Et donc, vous voyez ici quelques incantations, quelques phrases qui montrent à quel point ces incertitudes auxquelles nous sommes tous confrontés peuvent devenir soit un terrain d'aventure, soit un axe de progrès, soit simplement on va dire, si la dernière phrase d'Oscar Wilde me parle beaucoup, je la trouve très belle, parce qu'elle laisse vraiment l'imagination construire la réalité de chacun. Si on fait le parallèle avec l'entreprise, et avec, par exemple, le slide suivant, si on regarde ce que l'on vous propose, c'est de dire qu'il ne suffit pas d'avoir simplement une posture, il y a aussi des compétences à développer. Et typiquement, l'entreprise, pour renforcer son agilité, pour pouvoir s'adapter à son environnement par définition changeant, eh bien, elle va un petit peu comme un pilote de course travailler sur des changements qui peuvent être des opportunités. Elle ne perdra pas son cap, mais elle va gérer ces changements plus ou moins sévères en adaptant son comportement par rapport à toute une série d'indicateurs, de tableaux de bord qui vont lui remonter, qui lui permettront d'être performante et ne pas surréagir. Parce que, voilà, parfois, immédiatement, on va avoir des réactions qui ne seront pas forcément adaptées et qui peuvent être un petit peu trop importantes. Donc, face à ces changements qui vont être, pour la plupart, inédits, eh bien, en fait, on va apprendre à changer ses habitudes, à se renouveler. Et en réalité, on va se rendre compte que ce sont les entreprises qui s'adaptent le mieux, qui parviendront en fait à survivre. Et on a choisi, pour illustrer ce point, de vous témoigner quelques réalisations réelles qui sont le fruit justement de ce travail sur la posture, sur la perception, sur notre propre agilité, sur les mécanismes sur lesquels on travaille pour déclencher tout ça. On a choisi de vous parler de cas réels qui sont ceux que l'on a vécu auprès d'un client qu'on a accompagné, qui est la RATP par exemple, et qui, en début d'année, était confronté à une ambition, une mission confiée, en l'occurrence au DSI, qui était de garantir le déploiement du télétravail et des outils collaboratifs. Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé au milieu de tout ça et qui a provoqué un besoin urgent et immédiat de recours à ces technologies. Et on a en fait transformé cette situation d'urgence avec la difficulté de définir ce projet, de voir comment le déployer. C'est devenu un besoin et ça a permis de s'adapter à une urgence de terrain et de saisir cette opportunité pour déployer massivement l'adoption de ces technologies. Et on a mis en place toute une série de rendez-vous collaboratifs qui ont permis aux gens d'adopter ces nouveaux outils mis à leur disposition et qui leur ont permis de travailler dans une période qui était tout simplement inattendue. De la même manière, on a un organisme de formation qui s'appelle EduGroup, pour lequel on a pu activer très rapidement tout ce qui était formation de 100% à distance et qui, lors du Covid, a permis de maintenir l'ensemble de leurs activités. Donc ça active des mécanismes d'anticipation, puisque tout avait été préparé. Mais c'est pour montrer que par rapport à un contexte donné, vous avez des acteurs qui vont être capables de réagir et de tirer profit d'une situation en tirant le meilleur parti, et d'autres qui, au contraire, vont s'enfermer dans la difficulté à laquelle ils sont confrontés. Alors, vous retrouvez en dessous toute une série d'acteurs aussi dont on parle peu, mais qui sont en réalité les grands gagnants de la crise que nous traversons, et qui fournissent, parce que l'activité explose par rapport à leur capacité de répondre aux attentes du marché, ces gens-là connaissent une croissance très forte, et donc vous retrouvez un lien, vous pouvez retrouver justement un article qui mentionne ces différents sujets. Donc ce que nous, on souhaite souligner, c'est ce besoin pour vous, entreprise, de changer ce regard sur le monde et d'aller vers des postures qui vous permettront de mieux vous y adapter et d'en tirer le meilleur parti. Et donc, on va désormais aborder ce sujet sous un angle amélioration pour voir comment revisiter nos façons de faire justement en entreprise. Et je vais passer la main à Moira qui a beaucoup de choses à vous raconter sur le sujet. Alors, donc effectivement, en entreprise, on a déjà une culture qui est globalement très cartésienne. On est nombreux, ingénieurs ou commerciaux, à évoluer dans un monde
et à avoir eu dans notre parcours, on a entendu ces phrases « toutes choses égales par ailleurs » ou bien « les mêmes causes provoquent les mêmes effets », on a plutôt été baigné dans ce monde-là. Et moi, j'ai envie de proposer par rapport à ça un regard un peu différent, et notamment le fait qu'en environnement complexe, quand il y a du vivant, pour dire les choses, le vivant est doué de mémoire. Et donc, je vais vous donner peut-être un petit exemple qui viendrait proposer à ce regard décalé par rapport aux mêmes causes qui provoquent les mêmes effets. Par exemple, si je dis « je t'aime » à quelqu'un, ça provoque un certain effet. Bon ou mauvais, hein, c'est pas la question. Mais si je lui dis une deuxième fois à cette même personne, étonnamment, les mêmes causes ne provoqueront pas les mêmes effets. C'est-à-dire que cette personne-là n'a déjà plus l'effet de surprise. Et donc, c'est une proposition de regarder les choses un peu autrement pour dire, finalement, ce paradigme imposé dans lequel nous avons évolué, les mêmes causes provoquent les mêmes effets, question se pose. Voilà. Et si on va un petit peu plus loin, une fois que j'ai dit ça, on peut étudier la différence entre l'univers compliqué et l'univers complexe. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez déjà entendu la différence, je me permets de mettre un petit peu tout le monde à niveau. Ça vient du latin, en fait. Compliqué, ça vient de plier ensemble, alors que complexe, c'est plutôt intriqué, tissé ensemble. Et ça va faire une sérieuse différence. Je vais vous donner un exemple. Donc, le premier, c'est déjà dans un univers prédictible et répétable. Donc, allons-y pour l'exemple. Voilà. J'utilise souvent des exemples un peu basiques, mais pour retenir l'idée. Donc, vous voyez cette montre, si je veux la déconstruire et la reconstruire, elle est compliquée, je vais devoir suivre une procédure, un algorithme, d'accord ? Et donc, si tu veux avancer un tout petit peu la presse, voilà. Dans le premier cas avec la montre, c'est compliqué et je vais devoir y aller pas à pas pour reconstruire cette montre, alors que dans l'univers complexe, une caricature un peu bêta, mais qui permet de comprendre l'histoire, si je veux reconstituer ce plat de nouilles, en fait, elles sont toutes intriquées les unes avec les autres. Quand j'en bouge une, elles bougent toutes ensemble. Pour peu que j'y rajoute du beurre, vous allez voir un peu la difficulté de ma démarche. Et donc, dans le premier cas avec la montre, je suis dans une approche que vous avez comprise comme étant linéaire, c'est-à-dire je sais suivre une procédure pas à pas, une planification un peu directive, top-down, certains demandent des choses et les autres les exécutent. À l'inverse, dans l'approche systémique, tout étant interconnecté, je dois être en capacité de m'ajuster en permanence aux turbulences. Il y a une boucle de feedback que je dois capter parce que cette boucle de feedback me permet de savoir si le signal s'amplifie ou au contraire s'atténue. Et donc, on voit bien que dans un cas comme dans l'autre, la démarche, la posture ne va pas être la même. Alors effectivement, une fois que j'ai posé ce changement de paradigme profond, c'est juste de comprendre que finalement, quand on est dans l'univers, sur la mer, on ne rencontre jamais deux fois la même vague. C'est exactement la même analogie. Et que donc, on peut passer son temps à essayer d'être parfaitement prêt, étant donné que la deuxième vague qui va arriver ne ressemble pas totalement à la précédente, parfois pas du tout. Il faut accepter d'avancer en n'étant plus totalement prêt. Mais par contre, ça va actionner chez soi d'autres types de capacités, et notamment pour le surfeur, le fait d'être très tonique, svelte, musclé et capter l'information. Alors on va se demander, ok, cette analogie est sympathique, mais en entreprise, comment est-ce qu'on fait ? Alors je vous propose une autre métaphore, tu peux lancer la vidéo, qui s'inspire de la nature. Et donc là, dans cette observation, on a un univers extrêmement complexe, beaucoup d'acteurs qui sont présents, et on a des formes qui sont assez d'ailleurs jolies à voir. On peut se poser la question, comment ça fonctionne ? Il semble qu'il n'y ait pas un chef qui décide du mouvement de tout le monde. Et donc, on va pouvoir tirer quelques enseignements de cette observation de la nature. Que font-ils ? Ils arrivent à s'aligner en permanence alors qu'il y a des mouvements qui ne s'arrêtent pas, hein, par essence. Ils visent une même direction et ils sont en totale synchronisation, cohésion. Ils sont en capacité de changer de cap quand il y a un danger, quand ils se font attaquer.
l'union fait la force et donc ils savent s'aligner, changer de direction. Alors donc le secret, enfin l'astuce qu'on va essayer de capter pour l'intégrer dans l'entreprise, c'est cette capacité à multiplier les capteurs et à intégrer cette information qui vient de ces multiples capteurs, à les intégrer dans l'action. Alors, tu peux poursuivre, voilà. Donc je voudrais vous proposer de poursuivre le changement de paradigme de tout à l'heure, l'univers compliqué et l'univers complexe, de faire le parallèle avec, en gros, les démarches dites cycle en V, dont l'essence, c'est de faire une prédiction initiale et une proposition de contrôle de cette prédiction. Donc, dans le premier pavé, on est vraiment dans une approche linéaire qui part d'une spec initiale, un plan, et va s'attaquer à identifier les moyens nécessaires à conduire ce projet. Donc, suivre les coûts et les délais, pour faire simple, de ce projet. Ce qui compte dans ce premier pavé, c'est d'être on time, on budget, on scope. Et à l'inverse, dans une approche un peu plus systémique, et on reviendra sur le logo, là, le sigle infini, parce qu'il est porteur de sens, cette approche systémique, on la verra tout à l'heure, elle s'attaque à capter l'information pour mieux y répondre. Cette approche est donc une approche systémique qui multiplie les capteurs dans l'environnement. Et ces drivers, c'est vraiment d'abord d'apprendre, j'ai même envie de dire apprendre avant de livrer de la valeur, livrer massivement de la valeur, mais pour livrer massivement de la valeur, il faut être vraiment en capacité d'apprentissage. Et donc, on va être vraiment sur un focus autour de la finalité. Ce qui compte dans cette démarche, c'est plus d'être valorisé par l'utilisateur que de suivre la prédiction initiale. Et donc, on va passer en gros d'un mindset, d'un état d'esprit autour d'une conformité au plan initial par rapport à plutôt quelque chose qui va être expérientiel, des approches adaptatives autour de l'utilisateur et de l'usage qu'il va faire de notre service ou de notre produit. Alors, la crise du Covid, c'est bien parce que ça nous a permis d'accélérer cette approche systémique. On a fait des courts-circuits sur les process un peu classiques, parfois bureaucratiques, qui sont parfois utiles, hein, mais en période de crise, il fallait accélérer l'information. Et donc, c'est à la fois une chouette opportunité nouvelle d'ouvrir un peu les chakras, et moi, j'ai envie aussi d'attirer l'attention sur le fait que, en situation de stress, une fois que le stress est légèrement passé ou qu'on est encore dans ce stress, on a ce sérieux risque de revenir dans notre zone de confort, de revenir à un peu plus de prédiction, d'anticipation, de suivi d'indicateurs. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles, hein, on en a évidemment une utilité importante dans l'entreprise, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est qu'est-ce qu'on arrive à faire en termes d'expérience. Alors voilà, je vous disais, le sigle, il est porteur de sens. En fait, du côté gauche, on est autour de la captation d'informations et du côté droit, rose, là, on est autour de la réalisation, de l'action. Et donc, dans les démarches systémiques qu'on peut vous proposer, on démarre avec une vision stratégique, avec le risque dont on est conscient que la vision stratégique peut être un peu fumeuse, un peu théorique, d'où le petit 2 qui nous permet de nous ancrer très vite sur une première expérience, qui nous permet de nous raccrocher déjà au terrain. Ensuite, il y a des techniques qui permettent de prioriser les premiers pas qu'on souhaite faire par rapport à cette cible d'expérience utilisateur. Et pas à pas, petit pas par petit pas, on vient progressivement construire la solution, démontrer des résultats et en gros, faire une comparaison entre l'expérience qu'on visait, le petit 2, et les résultats démontrés, soit entre 2 et 5, on est en ligne avec ce qu'on pensait faire, auquel cas on peut poursuivre, soit au contraire, on n'est pas du tout en ligne avec ce qu'on pensait faire, auquel cas il est nécessaire de s'adapter, d'ajuster et d'apprendre. Donc cette démarche-là, c'est vraiment une approche fractale, en fait. C'est donc un état d'esprit. Il ne faudrait surtout pas suivre mes petits numéros, là, comme une approche linéaire, puisque je suis en train d'expliquer une approche systémique. Et donc l'idée qu'il faut retenir de ce truc-là, c'est que plus on va vite sur cette boucle de feedback, plus on est efficace. Et donc, en fait, déjà, entre petit 1 et petit 2,
On pourrait reproduire cette démarche fractale, ce sigle infini, entre la vision stratégique et l'expérience utilisateur. Déjà là, on a peut-être des choses à apprendre et à ajuster avant de partir trop loin dans nos démarches de prédiction. Voilà, donc une démarche fractale, un état d'esprit qui se reproduit de façon fractale, c'est-à-dire le micro, le macro, tout ça est intriqué l'un dans l'autre. Tu peux avancer sur la suite. Voilà, donc j'insiste vraiment sur le fait que cette démarche est un état d'esprit avant toute chose et que cet état d'esprit, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on parle de principe et d'intention. Ça veut dire pas de dogme, pas de méthode qui fonctionne pour tous les contextes, mais une démarche dont l'intention s'adapte à chaque contexte. Je peux faire une autre métaphore, une autre analogie. On a tous le même alphabet. Avec ces lettres, ces lettres de l'alphabet, on est capable d'écrire plein de lettres différentes. Donc, on n'a pas de dogme pour expliquer comment une lettre fonctionnerait pour tous les contextes. En revanche, on a une boîte à outils qui est composée de ces lettres et qui va nous permettre de faire face à n'importe quel type de contexte pour écrire nos lettres. Là, c'est exactement la même chose. On a un état d'esprit qui peut se décliner sur tous les contextes. Par exemple, si tu veux avancer, voilà, par exemple, cette démarche-là va s'appliquer dans des univers très IT, des développements d'applications, par exemple. Mais cette démarche-là s'applique également quand on doit livrer des produits non-IT ou bien des services que l'on doit rendre. Et également, ça s'applique en interne au sein d'une entreprise complexe, hein, c'était l'introduction, sur l'orchestration interne des acteurs d'une chaîne de valeur ou bien sur des fonctions support qui doivent livrer leurs services en interne. Et on sait que dans les organisations complexes, ces aspects-là ne sont pas simples. Donc, à la fois sur tous les types de produits, mais évidemment, vous aurez compris, destinés à tout type d'utilisateurs. Des utilisateurs externes à votre entreprise, des clients, mais également des collaborateurs ou des managers en interne. Comment fédérer nos acteurs, comment faire en sorte de partager vision, alignement et action. Ça marche aussi évidemment pour des services à rendre à des collaborateurs internes. Et enfin, j'insiste également, on a tendance à oublier le régulateur. Le régulateur, j'insiste sur le fait qu'il y a souvent en entreprise des budgets conséquents pour suivre et pour adapter la régulation, la réglementation. Ces textes sont souvent bourrés d'incertitudes. Parfois, les décrets ne sont pas encore publiés et pourtant, on sait qu'on a à respecter des deadlines. Et donc, parce qu'il y a de l'incertitude de l'interprétation des textes, on a besoin aussi de s'accorder, de tester notre compréhension du texte réglementaire pour pouvoir l'orchestrer, tester des premières solutions. Et enfin, j'entends souvent que oui, c'est sympa Moira ce que tu me proposes, mais chez moi, tu comprends, c'est pas le bon moment. En fait, j'ai envie de dire, c'est jamais le bon moment, ou au contraire, c'est toujours le bon moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur moment, il faut y aller. Ça s'adapte sur des projets qui sont en démarrage from scratch ou des sujets, des périmètres qui ont un gros legacy. Quel que soit l'endroit ou la situation de votre entreprise, il y a moyen de développer, de changer cet état d'esprit pour introduire un peu plus de systémie et un petit peu moins de démarches prédictives. Alors, encore une fois, je vais quand même, avant de passer sur ce truc-là, réinsister sur le fait qu'en entreprise, on a quand même besoin de modèles et de prédictions, ne serait-ce que, par exemple, pour obtenir des budgets pour agir. Et donc, il faut trouver un juste équilibre entre un modèle systémique et linéaire. Les deux ne sont pas incompatibles, contrairement à ce que j'entends dire parfois. Et je rappelle, c'est pour ça que je disais en introduction mon profil, je viens moi-même du contrôle de gestion, de la finance, mais j'ai découvert la systémie, l'agilité, le design thinking, le lean et toutes les autres démarches plus tardivement dans mon parcours. Révolution intellectuelle pour moi, qui fait que derrière, on sait s'adapter à proposer des modules dont vous voyez quelques extraits, je vais en expliquer peut-être quelques-uns. Par exemple, des modules autour de la compréhension de la systémie et de la pensée circulaire, la compatibilité avec l'agilité et le fait de l'importance de dépasser la pensée linéaire. J'espère que vous en avez un début d'aperçu dans cette présentation. Mais il y a également à côté le module autour d'une meilleure communication. Par exemple, quand on doit faire des specs dans un projet informatique ou quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose,
comprendre que quand je m'exprime, la personne en face n'a pas forcément compris la façon dont je m'exprime et ce que j'ai voulu dire, et se méfier en particulier des mots assez français qu'on ne questionne plus. Et donc, c'est une façon de favoriser la pensée divergente pour mieux spécifier. Et donc, il y a là, issu du monde de l'agilité, en particulier de l'agilité informatique, le software craftsmanship, l'artisanat du code, des techniques qui permettent d'inspirer notre mode de communication. Moi-même, j'ai radicalement changé de façon de communiquer quand même je m'exprime avec mes enfants, en prenant, par exemple, justement, en prenant un exemple lorsque je viens m'exprimer. D'autres modules, par exemple, celui qui est encore à côté, là, autour de la différence entre indicateur et KPI. J'ai essayé de glisser quelques trucs là-dedans, mais c'était implicite. Les indicateurs des démarches, c'est plutôt cycle en V. L'essentiel de leurs indicateurs sont autour des moyens et des délais et des coûts. Il y a d'autres façons de faire. Pour moi, ces types d'indicateurs ne sont que des indicateurs et non pas des KPI. Et la différence entre un indicateur et un KPI, c'est idiot à dire, mais ça va bien de le redire. Il y en a un qui est clé, un Key Performance Indicator. Et donc, la différence entre un indicateur et un KPI, c'est justement que l'un d'entre eux est clé, tandis que l'autre l'est moins. L'un est sur l'impact, l'autre est sur les moyens. Et en entreprise, on a vite fait d'arriver sur ce que j'appelle le syndrome de la pastèque, c'est-à-dire suivre des indicateurs qui ne sont pas forcément essentiels, qui donnent une impression que tout va bien, on est on time, on budget, on scope, mais le client derrière n'est pas forcément très content. Et donc, quand on ouvre la pastèque, à l'intérieur, en fait, on se rend compte que le client n'est pas content, il voit rouge, alors que les indicateurs extérieurs nous apportaient des choses jolies, vertes. D'autres façons d'intervenir, c'est par exemple tout ce qui est autour des ateliers qui permettent, notamment StoryMap et MVP, aligner une vision grand angle avec une vision opérationnelle, faire en sorte de faire remonter la captation d'informations très vite au niveau des opérations. Et puis peut-être je vais vous en citer les deux derniers là sur le blitz planning, une façon de coordonner une planification transverse avec des acteurs d'horizons différents qui ont des priorités potentiellement différentes, faire en sorte que cette planification devienne engageante et réaliste pour chacun de ces acteurs. Voilà. Et puis le dernier que j'ai particulièrement à cœur, autour de la priorisation. Attention danger, la priorisation est souvent un process un peu défectueux dans l'entreprise. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Je serais intéressée de savoir peut-être dans le chat si certains d'entre vous se reconnaissent dans les problématiques qui sont remontées. Voilà, venant du contrôle de gestion, j'ai moi-même beaucoup contribué à des approches de type ROI. Aujourd'hui, je réalise à quel point j'étais dans le faux, sans m'en rendre compte, bien sûr. Hein. Chacun fait plutôt un ratio, un ROI, Return on Investment. C'est en gros un ratio qui rappelle la valeur ou des choses autour de la valeur au numérateur et des choses autour du coût sur le dénominateur. Et voilà, moi-même, j'étais persuadée qu'il fallait renforcer ce type d'approche et peut-être même rendre plus robustes ces calculs d'estimation de valeur. Je réalise aujourd'hui que j'étais vraiment dans le faux et donc je propose, au travers d'un jeu expérientiel, de mettre le doigt sur ces biais cognitifs et de proposer une alternative simple à mettre en œuvre. Voilà, je ne sais pas si ces sujets sont en résonance pour vous dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes plutôt en approche encore linéaire? Vous pouvez indiquer ça peut-être dans le chat, qu'on puisse voir un petit peu ce qui remonte. Voilà, je suis très bavarde, vous vous en rendez compte. Merci Moira, merci Richard. Je propose, pardon, qu'on continue, à moins que tu aies quelque chose à ajouter Richard, d'enchaîner sur la partie questions-réponses. Non, c'est bien l'idée, c'est de voir si, fort des points qu'on a abordés, certaines personnes ont des questions à poser. On a essayé de vous partager quelques convictions sur des éléments à la fois très larges comme la posture, mais aussi sur des choses beaucoup plus précises, comme des outils qu'on met à votre disposition pour amorcer ces dispositifs de changement. Alors, je vois qu'il y a une question qui est tombée dans le chat. Alors, il y a effectivement Sabine Chauvelon qui nous informe, qui me dit qu'elle se retrouve complètement dans ces problématiques et qui vous remercie.
Ouais, on est parti du réel, hein, quand même, c'est souvent le point de départ. Donc en fait, bon, on est disponible, hein, si vous voulez prendre le temps de formaliser vos Bien demandes. sûr, vous avez l'onglet questions, hein, je le rappelle, hein, pour ceux qui voudraient effectivement poser une question. Et effectivement, Moira ou Richard se feront un plaisir d'y répondre. Alors, on a encore un message sympathique. Je peux donner peut-être quelques illustrations de type d'intervention où Oui. encore récemment, on me sollicite pour faire émerger une vision stratégique. Et donc, c'est vrai que, en fait, là, étonnamment, hein, on sort un peu de l'opérationnel, mais même sur une vision stratégique, énormément d'acteurs dans l'entreprise sont à mobiliser. Ils ont des points de vue potentiellement divergents, parfois alors, complémentaires, parfois divergents. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher cette information assez tôt pour ce que j'appelle crash tester les idées, crash tester les premières idées en interne avant de la sortir officiellement. Et c'est ça qui est assez redoutable dans la démarche, parce que non seulement la stratégie devient plus forte, mais en fait, elle enclenche déjà le début de la façon dont on va opérer en interne. Et donc, c'est ça qui est, je pense, un premier point. Un autre exemple, c'est par exemple dans des sujets très opérationnels où on me dit on n'arrive pas à s'organiser, on a besoin de RACI. Donc, par exemple, les RACI, c'est les rôles et responsabilités. Et donc là, typiquement, j'ai souvent ce changement de paradigme qui vient là aussi nous bousculer. Les RACI peuvent avoir tendance à mettre les gens dans des cases et à réduire la prise d'initiative. Et donc, ça ne veut pas dire que le RACI n'est pas nécessaire. Il y a un petit bruit là, je ne sais pas si je suis la seule à l'entendre. C'est bon pour nous. Ouais. C'est simplement que effectivement, on part parfois avec le biais cognitif dans des raccourcis pensant bien faire, tout comme la démarche très prédictive est faite vraiment pour bien faire, pour sécuriser certaines choses. Et encore une fois, il ne faut pas la rejeter totalement, simplement l'infléchir pour faire remonter cette captation d'informations. Alors, je profite, Moira, du coup, si tu as fini. J'avais une question ici. Alors, je vais mettre démarrer en direct la réponse. Il y en a plusieurs, en fait. Oui, il y en a plusieurs. Alors, on va commencer par celle dans l'onglet questions qui a été posée par Véronique qui nous demande « Par quoi doit-on commencer pour mettre en œuvre une telle démarche ?» Ah, alors, c'est à la fois compliqué comme question. Parce qu'en fait, ce que j'explique, c'est que cette démarche-là, elle s'adapte à tous les contextes. C'est comme les lettres, hein. Elle s'adapte à tous les contextes. Néanmoins, il faut choisir les bonnes lettres et la bonne intention. Donc, je dirais que pour démarrer, il faut un point de compréhension du contexte et de la demande pour cadrer quelque chose qui ne soit pas trop gros, qui soit suffisamment actionnable. Dans ce cadrage, petite astuce que je vous souffle, identifier un flux de valeur, un truc qui va atteindre un utilisateur ou un service à rendre, qui peut être encore un truc à faire en interne, hein, il n'y a pas de problème avec ça, mais quelque chose qui va traverser plusieurs silos, traverser plusieurs types de compétences au sein de l'entreprise. Et à partir de là, je dirais une action qui permet d'introduire un changement de perception, un changement de paradigme avec une mise en action immédiate. Donc, en gros, pas souffler tout, mais commencer une première captation de nouveaux concepts et une mise en action adaptée au contexte particulier qui vous concerne. Dans l'esprit de ce qu'évoque Moira, moi je dirais qu'il y a un point qui est souligné par une personne là qui s'est exprimée tout à l'heure, qui disait nous en sommes au stade de la prise de conscience. Je pense que c'est vraiment ça, c'est cette capacité à un moment donné d'avoir cette prise de conscience et d'activer ce qu'évoque Moira, c'est-à-dire de l'action directe, immédiate, être dans l'action, puisque l'agilité, c'est aussi agir, et donc être capable de se raccrocher. Vous avez vu qu'on a essayé de se rapprocher tout le temps sur des choses très réelles. Et donc, cette capacité, à partir d'une prise de conscience qui a des éléments à travailler, de pouvoir se rattacher à des choses très concrètes, très rapides, être dans du résultat assez rapide et pour le coup, de ne pas avoir trop d'ambition. Mais commencer à se mettre en mouvement
corriger ce qui apparaît à nos yeux, c'est déjà faire un pas vers le progrès, l'amélioration et l'agilité que l'on défend. Ouais. Ne pas prôner la révolution surtout, comme tu le dis, Richard. Par petits pas. Mais alors, attention, avant j'utilisais le terme petit pas, et plus j'avance, plus finalement j'utilise plutôt le terme pépite, parce que petit pas, la hiérarchie a l'impression que ça avance à une vitesse d'escargot. Or, c'est pas parce qu'on fait des petites choses qu'elles n'ont pas d'impact. Et donc, j'utilise maintenant le terme pépite, c'est-à-dire cibler nos efforts, peu de pas, mais perceptibles immédiatement. Et pour répondre à la question de Stéphane, voilà typiquement, pour bousculer les habitudes, en fait, c'est pas prôner la révolution, avoir des premiers résultats qui encouragent et qui motivent, et puis le faire dans l'humour. J'utilise beaucoup le jeu, parce qu'on se fait tous bousculer, on est tous empreints de biais cognitifs, et le propre de nos biais, c'est qu'on n'en a pas conscience. Et c'est parfois un peu douloureux de réaliser qu'en fait, on s'est trompé tant de temps. Et donc, le faire avec le jeu, c'est quelque chose qui renvoie du plaisir au travail et qui suscite l'intérêt et stimule la motivation intrinsèque de chacun. Après, sur ce type d'approche aussi, quand on a ces questions, moi j'aime bien mettre en avant, c'est la capacité aussi à intervenir à plusieurs niveaux. Parce qu'en fait, quand vous parlez de bousculer des habitudes, quand on est dans des organisations, en fait, on se heurte aussi au fait qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs décideurs, plusieurs intervenants. Et donc, pouvoir intervenir à différents niveaux pour débloquer quelque part les freins ou qui retiennent certaines personnes pour s'engager dans le changement, ça, c'est quelque chose qui est assez efficace. Donc, on peut tout à fait, quand vous demandez comment faire adhérer les collaborateurs, prévoir des actions ou des interventions spécifiques par rapport à une problématique, un environnement, une population donnée, et apporter à cette population des réponses, des illustrations de ce que vont apporter les dispositifs ou les projets qui sont engagés concrètement pour eux. Et donc, travailler de manière localisée sur le quotidien, sur la réalité de chacun, c'est une manière assez efficace de bousculer les gens dans leurs habitudes parce qu'ils perçoivent tout de suite ce que ça leur apporte à eux. Ok, merci beaucoup Richard et Moira. On nous demandait aussi si on allait renvoyer le replay. Alors effectivement, les gens qui sont inscrits vont recevoir tout de suite, dès que le webinaire va être terminé, vont recevoir un petit mail automatique de remerciement. Et effectivement, le temps pour nous de vérifier que la vidéo, parce qu'effectivement le webinaire a été enregistré, de vérifier que tout est en ordre, que tout fonctionne bien, que le son est correct, et on vous l'enverra effectivement dans le courant de la semaine prochaine sans aucun problème. Je peux peut-être compléter un dernier point. Oui, avec plaisir, Moira. La question qui était posée tout à l'heure, là, par quoi on commence. Encore une chose un petit peu contre-intuitive, quand je suis sollicitée pour intervenir, on me dit souvent, je préférais qu'on avance d'abord au sein de mon équipe avant d'aller chercher les clients ou d'autres acteurs en dehors de mon silo. Et là, franchement, je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que les démarches sont tellement plus efficaces et plus efficientes, les deux, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'impact et beaucoup, beaucoup moins d'efforts à faire directement une approche transverse. En revanche, quand je dis l'approche transverse, c'est sur un seul sujet traversant, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pas tous les sujets traversants. Dans une équipe, souvent, on fait plusieurs sujets. Et donc, en prendre un seul, mais avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de production. Et là, du coup, on obtient vraiment des résultats très, très substantiels et très rapidement. Je le dis parce que c'est souvent contre-intuitif. On pense que c'est plus simple, que c'est plus sécure et qu'on aura moins d'efforts à fournir. En fait, c'est l'inverse qui se passe. On aura beaucoup plus d'efforts. Par exemple, je vois souvent l'agilité qui se démarre sur des équipes informatiques sans impliquer les métiers. Je ne crois pas à cette approche-là. Je crois qu'il vaut mieux démarrer déjà de ce qu'on appelle de l'agilité à l'échelle, de l'agilité transverse, quitte à ne pas prendre toutes les équipes informatiques. Et d'ailleurs, ne commençons que par ceux qui ont envie. Ça nous demandera encore plus d'impact. D'accord, merci beaucoup Moira. Je ne vois pas d'autres questions. Du coup, je laisse encore quand même un tout petit peu de temps si quelqu'un veut intervenir sur le chat ou sur l'onglet questions. Pardon.
Et puis sinon, nous allons nous quitter, j'ai envie de dire, et terminer cette session. Non, a priori rien. Écoutez, je vous remercie en tout cas, enfin je remercie tous les gens qui nous ont rejoints et qui ont suivi ce webinaire d'avoir participé et de nous avoir suivis. Je remercie évidemment Moira pour son intervention, ainsi que Richard. Une dernière fois, très bon anniversaire Moira. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et un très bon week-end parce qu'il va arriver très vite. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Au revoir. N'hésitez pas à rebondir sur LinkedIn. Bien sûr, LinkedIn, effectivement, Perforsense ou Moira, et puis sur Viaduc aussi, hein, on est aussi présent sur LinkedIn, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, vous avez effectivement ici nos coordonnées, donc téléphone, mail, site internet, réseaux sociaux, on sera ravis de vous accompagner. À très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir. Au revoir.